Dans un contexte marqué par la guerre et les défis sécuritaires, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, s'adresse à son peuple avec franchise et détermination. Face aux doutes, il réaffirme son engagement pour la souveraineté du pays, la justice et le développement. Entre espoir et résistance, il appelle chaque Burkinabé à se lever pour défendre la patrie. Un message fort, porteur d'une vision nouvelle pour un Burkina digne, debout et maître de son destin. Reportage. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Pour cet entretien, je suis accompagné par Innocent Soulama, journaliste à la télévision Canal 3. Bonsoir, Innocent Soulama. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Chers téléspectateurs, trois principaux points seront abordés au cours de cette grande interview. Il s'agit notamment de la guerre contre les groupes armés terroristes, des réformes de l'État et de la gouvernance et bien entendu des questions de développement. Monsieur le Président, merci de nous recevoir au palais de Koulouba pour parler de la situation nationale et de la conduite de la transition. Aujourd'hui, plus de 7 mois après votre arrivée au pouvoir, comment vous vous sentez avec cette tâche titanesque de reconquête du territoire national? Merci à vous. Une lourde responsabilité, une tâche titanesque, due au contexte sécuritaire difficile, mais nous rendons grâce à Dieu parce que jusque-là, nous tenons bon et nous pouvons dire que nous sommes galvanisés et l'espoir est là. Parce que à l'analyse de la situation actuelle et vu donc l'itinéraire emprunté, donc nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie et vu aussi ce que le peuple nous laisse voir, ça nous motive. Alors justement, lors de votre première grande interview avec la presse, vous affirmiez que la guerre n'a pas encore commencé, c'était en début février. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La guerre a-t-elle commencé? Merci. Je vois qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Justement, ces derniers temps, l'armée mène régulièrement des frappes aériennes contre les positions des terroristes. La guerre est-elle seulement aérienne? Non, la guerre n'est pas seulement aérienne. Mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Et il y a une phase importante. Et chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Et comme vous pouvez le constater très souvent, ils sont à l'offensive vers l'ennemi. Et donc, ce n'est pas uniquement aérienne. Mais nous avons besoin aussi de cette phase aérienne pour le renseignement et l'appui. Comment vous expliquez aux Burkinabés cette option? Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, dans cette guerre, Monsieur le Président, quelle est la situation sur le terrain quand on voit toutes ces offensives qui sont menées par l'armée burkinabé? Bien sûr, la situation sur le terrain, il faut reconnaître que l'FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur et il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés en fait par la population, par le peuple. Voilà. Pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on se sent soutenu.
ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent quand on passe les voir. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles, veillez sur eux quand ils dorment, veillez quand ils mènent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre ont ça en tête. Et la situation sur le terrain, c'est ça le plus important. Lorsqu'il y a la confiance au sein des troupes combattantes et qu'ils ont la rage d'aller vers l'ennemi. D'accord. Alors, malgré cette offensive, Monsieur le Président, on a l'impression que les capacités des groupes armés terroristes restent importantes quand on se réfère donc aux récentes attaques comme celle du camp de VDP de Waïkuya ou bien celle d'Ouragou. Alors, qu'est-ce que les Burkinabés doivent penser aujourd'hui? Bien sûr, il faut dire que nous avons pendant longtemps fait une erreur et d'évaluer, de minimiser la menace, notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Je me rappelle souvent lorsque dans les centres des opérations, nous montons nos opérations, nous estimons dans une zone très vaste, un ennemi de 200 combattants maximum, on faisait une erreur. On disait que c'était leur capacité de mobilité. Certes, il y a la capacité de mobilité, mais ils sont nombreux aussi. L'effectif est là. En témoigne, actuellement, nous ne sommes pas là pour faire un point de combien on a tué, mais on en tue beaucoup, mais nous sommes conscients qu'ils sont là. Voilà pourquoi nous sommes en train de recruter et nous équiper en conséquence. Alors, c'est une guérilla, si on peut le dire. Le terrorisme, c'est une guerre d'infiltration. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, c'est-à-dire, ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terroristes. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas, parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûrs de les sécuriser. Mettre un plan en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où des populations continuent de se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Et nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous sommes à tant pour cent ou ça, parce que même tout ce qui a été libéré, nous ne sommes pas installés. On ne part pas s'installer comme ça. On s'installe avec un minimum de précaution. Donc, le plus important, c'est d'attritionner l'ennemi au maximum. Qu'ils sentent que nous n'avons plus cette idée de tergiverser. Nous sommes prêts à affronter à l'offensive. Et c'est la seule manière de le fragiliser et maintenant de permettre aux gens de s'installer tranquillement. Oui, c'est bien qu'on fasse cette analyse. Parce que cette lutte, c'est très grand. Le phénomène n'est pas uniquement ceux qui combattent ici, ils ont leurs stratèges qui ont d'autres objectifs. Bien sûr, avant le CIAO, si je ne me trompe, il y a eu certaines attaques, mais surtout avant le FESPACO, il y a eu de grandes attaques. Donc, déjà on a analysé, on savait qu'aussi avec la SNC, il y aurait de grandes attaques. On a pris quand même assez de dispositions, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Comme je dis, c'est une guérilla, il peut surgir de façon inopinée quelque part. Mais l'objectif global recherché par leurs stratèges et leurs relais locaux sur l'étoile, c'est que vous savez créer l'émotion. Les gens ont en tête que le nègre n'est qu'émotion. Donc, si vous remarquez, après le FESPACO, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile pendant qu'il y a la guerre et ils sont en train de fêter? C'est pareil. Donc, les relais des terroristes ne font que relayer ce genre de messages. Donc, c'est créer l'émotion dans la population, essayer de décourager, de solidariser pour que ces stratèges-là puissent atteindre leur fin. Mais bon, nous sommes avertis, donc ça, c'est pris en compte. Alors, Monsieur le Président, le renforcement des capacités de l'armée est un axe majeur pour la reconquête du territoire national. Où en sommes-nous justement aujourd'hui en termes de réorganisation de l'armée, de recrutement et de formation, et bien entendu également en matière d'acquisition de matériel?
D'accord. Nous ne pourrons pas tout vous détailler parce qu'il y a des choses assez sensibles. Mais ce que nous pouvons seulement vous dire, c'est que nous avons un concept qu'on nous a imposé qui n'est pas forcément le bon. Voilà, je prends un exemple. Si vous faites attention, le dernier recrutement des 5000, les conditions de recrutement sont différentes des recrutements depuis quelques années. Parce que nous sommes posés juste quelques questions simples que vous pouvez vous aussi vous poser. Alors, lorsqu'on veut recruter un soldat, on dit qu'il le faut le CEP. Le CEP, c'est juste quelqu'un qui sait lire et écrire la langue française. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Lorsqu'un soldat est recruté, pour avoir du galon, c'est-à-dire pour faire le certificat d'arme numéro 1 ou numéro 2, il faut impérativement qu'il sache écrire et lire le français. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Donc c'est ce que nous avons vu et nous avons compris que la combativité, être combattant, n'a rien à voir avec le diplôme. Les terroristes, tels qu'ils sont, ils n'ont pas le premier diplôme militaire, ils n'ont pas. Mais ils combattent de grands diplômes. Il y a donc cette conception qu'on nous a imposée, que d'abord nous avons vu que ce n'était pas la bonne, et il faut restructurer ça. Et dans ça, il faut réorganiser, c'est-à-dire recréer une armée qui répond à nos attentes. Lorsque vous prenez le cas de l'Aguilleur à son âme, c'est un officier tout fait. Il a des centaines d'hommes qui menaient au combat. Mais ça ne veut pas dire que forcément il ne sait pas lire et écrire. On ne peut pas le considérer comme un officier. Ils sont pleins qui sont dans les milieux des VDP, qui ont des centaines d'hommes. Donc il y a cette conception de la chose qu'il faut d'abord avoir. Donc il faut restructurer, réorganiser pour trouver d'autres types d'unités pour s'adapter au mode de combat de l'ennemi. Et l'équipement aussi, ça va de pair. Parce que je vois que ça tombe bien, des gens ont perverti certaines idées, que nous avons dit que c'est des petits problèmes logistiques, et voilà, c'est un truc. Oui, ce n'est pas de petits problèmes logistiques en tant que tels. Nous avons dit petits problèmes logistiques parce que nous avons résolu ces problèmes-là. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez le côté équipement, alors, il n'y a pas bien longtemps, nous étions là, nous voyons. Dans l'armée, peut-être vous allez trouver 4 à 5 soldats peut-être pour une Kalachnikov. Lorsque les gens sont sur le terrain, ceux qui partent les relever venaient s'entasser à Fada, à Kaya, pour attendre que d'autres ramènent les armes et les moyens avant qu'eux ne repartent. Même les équipements individuels, gilets, casques et tout. Mais en quelques mois, nous avons résolu ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, chaque soldat est en mesure d'avoir une Kalachnikov, ses 4 chargeurs, gilet, casque. Ça, c'est résolu. C'est ça le petit problème logistique. Mais bon, on nous a longtemps fait comprendre que c'est difficile d'avoir les armes, c'est ci, c'est ça. C'était du mensonge, je peux dire. Nous l'avons acquis en quelques mois, les gens sont équipés, les VDP qui sortent par milliers, que vous voyez même ceux qui sont un truc, ils sont équipés, formés, gilets, casques, armes, vous remarquez sûrement à travers les reportages sur le terrain, ils sont équipés. Donc, ça fait mal que des Burkinabés meurent, ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort, souvent l'armée fait l'effort de les y amener, et de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Alors, on entend souvent jusqu'à présent, on parle souvent donc de présence de Wagner. Non, notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seul. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP, c'est tout ça, j'ai dit que c'est l'introduction d'abord.
C'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Eux, ils parlent de Wagner. Vous savez combien de pays ont des armées privées? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, c'est ici parce que, bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le reste, on verra bien. Voilà, on est en train de voir, même pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, j'ai dit au ministère de la Justice de voir donc avec nos magistrats pour qu'on puisse mettre à profit la peine travail d'intérêt public au lieu de prendre enfermé dans le noir et on nourrit, ça nous fait perdre assez quand même. Dans ce sens-là, qu'attendez-vous justement donc des leaders communautaires? Bien sûr, on a eu beaucoup de rencontres. Hein. Certes, souvent, ce n'est pas médiatisé. On a eu beaucoup de rencontres. L'attente, c'est à eux de faire revenir à la maison, d'assurer. Ces questions sont revenues justement. Certains ont dit qu'il y en a qui veulent revenir, mais ils ont peur d'aller en prison. On dit non, il faut les rassurer qu'il y a une commission qui est en place, qui discute avec le monde judiciaire pour trouver une solution, pour que ça ne soit pas ce qu'ils pensent. C'est pour les réinsérer et trouver autre chose. Donc les leaders communautaires doivent jouer ce rôle-là, de pouvoir faire revenir à la maison beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui sont partis là-bas sans savoir de quoi il s'agit, ou bien par pauvreté ou truc, qu'il y a des possibilités de revenir. Et on a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant. Mais il y a aussi ceux qui appellent par ce numéro-là pour déposer les armes et tout. Et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc leur travail, c'est d'inciter les jeunes qui n'en peuvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent égarés, qui ont envie de revenir. Et nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. Voilà. Monsieur le Président, que pensez-vous de ces Burkinabés qui ont de la difficulté à accepter que l'on puisse accueillir des terroristes, des gens qui ont tué d'autres Burkinabés? Une parole ferme, un cap clair. Redonner au peuple burkinabé la fierté et la force d'avancer sans dépendre de personne. Le capitaine Ibrahim Traoré trace la voie d'une Afrique souveraine et libre où la dignité ne se négocie plus. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner à Afrique 360 Info pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on aille au-delà du continent pour explorer l'impact africain dans le monde.